Bonjour et bienvenue dans l'Instant T. Alors aujourd'hui, on remonte le temps avec nos invités puisqu'ils ont réalisé une série sur l'histoire de Bretagne et ça démarre en moins 700 000. Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebout, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisateurs de la série La Bretagne en histoire, diffusée dès ce dimanche sur TBO. Alors s'il n'y avait qu'un événement à retenir dans l'histoire de la Bretagne, ce serait quoi? Un seul événement. Olivier. Moi, j'aime beaucoup la libération de la Bretagne des Vikings par Alain Barbetorte. Voilà. On n'est pas forcément bien comme épisode. Xe siècle. Et c'est un petit peu, d'abord, une saga épique, et puis c'est un petit peu cette volonté de ne pas subir le destin, de dire quelquefois non, et puis il est venu par la mer. Jean-Jacques vous en dira beaucoup pour la mer, qui finalement, pour la Bretagne, est quelque chose de très très important. Jean-Jacques, un événement marquant pour vous, qu'il ne faudrait pas manquer? C'est l'âge du bronze, et moins 2000 environ, moins 2000 à moins 800, où la Bretagne commerce énormément vers toute l'Europe et même une partie de l'Afrique. Elle devient extrêmement riche et est en tête du point de vue de la métallurgie. Et c'est également d'ailleurs une époque où on construit encore des mégalithes, qui sont le signe d'une société très organisée. Ben voilà deux événements auxquels on n'avait pas forcément pensé dans l'histoire de la Bretagne. On en parle de tout ça dans un instant avec vous. Benjamin Bréon fait son grand retour. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Alors spécialiste du web, vous venez chaque jeudi titiller nos invités sur leur empreinte numérique. Oui, en l'occurrence pour deux historiens qui remontent à 700 000 avant Jésus-Christ, d'analyser les empreintes, ça m'apparaît une bonne idée. Vous n'avez pas eu beaucoup de boulot, quoi. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Et le jeudi, c'est aussi le jour de votre rendez-vous avec Sébastien Chambre et sa brève de chambre. Vous verrez que lui aussi est passionné par l'histoire de la Bretagne. Julie Sicot est là également aujourd'hui. Julie, vous avez enquêté sur l'accueil des réfugiés dans le Finistère. Oui, ça fait effectivement plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on assiste à une véritable crise migratoire en Europe. Et depuis quelques jours, on a appris que près de 24 000 réfugiés allaient être accueillis en France et donc en Bretagne et en Finistère, évidemment, qui se mobilisent et qui s'est déjà mobilisé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois sur ce sujet. Je vous expliquerai ça dans un instant, mais tout de suite, on démarre avec vous, Dominique Cap, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, vous êtes le président de l'association des maires du Finistère. Et alors, ce jeudi, les présidents des communautés de communes du Finistère étaient réunis à Brest. Quel était l'objet de cette réunion? Alors, c'est une première, en fait. C'était lors de l'Assemblée générale des maires en avril. J'avais pris l'engagement de réunir les présidents des communautés de communes par rapport à la réforme territoriale et au redécoupage de nos territoires en Finistère et en Bretagne, puisque toute la Bretagne est concernée. Et notamment, donc le redécoupage, donc la disparition de certaines communes de communes qui est programmée, qui va se faire pour la fin de l'année. Puis également les communes nouvelles qui arrivent, donc il y a aussi beaucoup de choses qui bougent au niveau des communes nouvelles. Et avec donc cette nouvelle loi, la loi NOTRe, qui vient d'arriver, il y a énormément de compétences qui vont changer. C'est-à-dire que la vie des habitants va bouger dans les mois et les semaines qui viennent. Alors dans quel état d'esprit sont les présidents d'agglo à l'heure où beaucoup s'inquiètent sur les baisses de dotation de l'État? Alors oui, c'est le deuxième effet qui se coule, la baisse de dotation de l'État. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit ils sont toujours dans un esprit constructif, les présidents d'intercommunalité, parce que le Finistère et la Bretagne ont toujours été à la pointe sur le travailler ensemble. Quand je suis à l'extérieur ou à l'étranger, je cite toujours comme exemple une petite bande dessinée qui s'appelle Astérix, où on est dans le village et on arrive à se chamailler entre nous, mais quand on est à l'extérieur, on parle toujours d'une seule voix. Donc le travailler ensemble, l'intercommunalité, quelque chose qui fonctionne dans le département du Finistère. Et donc les présidents sont dans un état d'esprit positif. Néanmoins, on sait les difficultés vers lesquelles on va aller, et on voulait aujourd'hui se réunir avec les présidents, donc sous l'égide de l'AMF 29, l'association des maires, sans les services de l'État. C'est-à-dire qu'on voulait être entre nous, échanger la parole qui était libre. Moi, je voulais entendre les 26 présidents qui s'expriment sur leur territoire. On a une toute petite commune dans les Monts d'Arrée qui fait 3000 habitants la commune, jusqu'à la métropole 220 000. Donc vous voyez, on a de... Alors il y a une inquiétude quand même face aux baisses des dotations. Le 19 septembre prochain, les petites communes rurales manifesteront, chacune dans leur commune, les rurales. Toutes les communes feront une journée pédagogique pour expliquer à leurs citoyens ce qui va se passer avec la baisse des dotations de l'État. L'association des maires du Finistère, du coup, est associée complètement à ce mouvement. En deux mots, c'est quoi cette journée? Alors en fait, l'État a décidé de diminuer de 3,5 milliards les dotations aux communes et communes de communes.
3,5 milliards sur 3 ans. Donc en cumulé sur le mandat, ça fait 28 milliards en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des chiffres vagues, mais cet argent en moins pour les communes, c'est automatiquement des services en moins pour les habitants. Donc l'idée, en dehors de tout esprit politique, puisque l'association des maires est pluraliste, et l'association des maires du Finistère également, c'est que les élus soient dans leur commune, sur le terrain, à expliquer concrètement quelles vont être les conséquences pour les habitants. En tout cas, ces conséquences, on aura grandement l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année. Dans l'actualité également, Dominique Cap, les réfugiés qui arrivent en France actuellement, est-ce que les maires du Finistère se mobilisent pour en accueillir sur leur commune? Oui, on est une terre très humaniste. On parlait tout à l'heure de l'ouverture sur la mer. Donc, qui dit marin dit voyageur, mais dit aussi on accueille du monde. Donc ça a toujours été une terre d'accueil, la Bretagne et le Finistère en particulier. Donc aujourd'hui, effectivement, dans chaque commune, il y a de la discussion, il y a du débat. Après, on est sur aujourd'hui le côté un petit peu sous l'émotion, parce que bon, tout le monde a vu ce petit garçon qui est décédé. Les gens sont aux portes de l'Europe. Mais il ne faut pas juste réagir en disant oui, j'en accueille, mais pourquoi faire? Et avec qui, comment, dans quelles conditions? Donc je crois que c'est une discussion qui doit avoir lieu dans chaque commune. L'association des maires statuera là-dessus la semaine prochaine, puisqu'on a un conseil d'administration qui est prévu et la question est prévue à l'ordre du jour. Moi, en tant que maire, je suis au sein de la métropole. On a un plan local de l'habitat, qui est notre politique de l'habitat sur les... Plougastel. Oui, en tant que maire de Plougastel. On a donc 8 communes, un plan local de l'habitat. Donc c'est à l'échelle de la métropole qu'on va devoir donner une réponse plutôt que de façon individuelle. Mais ensuite, bien sûr, sur le terrain, on sera présent. Julie Sicot, vous êtes intéressée justement au sujet de l'accueil des réfugiés. Oui, comme l'a dit Dominique Cap, c'est vrai, de nombreuses communes du département s'engagent depuis effectivement ces derniers jours. On voit de plus en plus de maires qui se disent prêts à accueillir. Alors certains d'ailleurs n'ont pas attendu l'appel du gouvernement qui a eu lieu il y a peu de temps. On peut rappeler par exemple la venue de 2 familles syriennes depuis 2013 à Carhaix. Et puis la commune de Brest nous a indiqué travailler sur ce dossier depuis plusieurs semaines. 2 familles sont hébergées depuis fin août, 5 autres sont attendues. Alors c'est l'association Coalia qui est donc spécialiste de l'hébergement social et de la promotion professionnelle qui se charge de cet accueil dans le Finistère. Alors le directeur de l'association nous a précisé que 70 Syriens, ce qui représente à peu près 14 familles, sont attendus dans le département. Alors pour l'instant, aucune date évidemment n'est annoncée. De plus, autre chiffre, 276 places sont disponibles en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département. Et puis parmi les autres communes qui se sont positionnées depuis plusieurs mois, il y a par exemple Douarnenez. Ils cherchent des logements dans leur commune et les premiers réfugiés sont attendus pour le mois de décembre chez eux. Et alors justement, vous avez rencontré une famille irakienne qui s'est réfugiée en France à Châteauneuf-du-Fou, précisément. Oui, c'est ça, Pauline. Je me suis rendue donc à Châteauneuf-du-Fou où 2 familles irakiennes vivent en ce moment. Elles sont accueillies grâce au diocèse de Quimper. C'est le diocèse qui a fait la démarche via tout son réseau à travers le monde, parce que ce sont des familles chrétiennes, mais ils se disent prêts évidemment à recevoir d'autres personnes sans différence selon leurs origines, leur confession, voilà. Donc ils n'ont pas attendu l'appel du pape, qui, pareil, comme celui du gouvernement, a eu lieu il y a quelques jours. 12 personnes ont été accueillies ces derniers mois par le diocèse de Quimper et d'autres familles sont attendues, notamment à Loctudie. Alors, à Châteauneuf-du-Fou, j'ai rencontré la famille Al-Kayat. Elle est arrivée au mois d'août. Ils sont hébergés grâce à Erwan Guéguin, qui est un habitant de Châteauneuf-du-Fou. Alors, pour rappeler leur histoire, elle est similaire à beaucoup de leurs compatriotes. Ils ont fui la ville chrétienne de Karakosh en Irak en août 2014 quand l'État islamique a pris possession de la ville et a instauré un régime de terreur. Ils ont passé 1 an dans un camp de réfugiés à Erbil, dans la région du Kurdistan, et depuis 1 mois, ils vivent en France. On va voir comment ça se passe dans votre reportage. Je m'appelle. La prononciation est encore hésitante, car les Tahani sont irakiens. Ils sont arrivés à Châteauneuf-du-Fou le 10 août. 2 heures par semaine, ils apprennent le français. La langue française est difficile, mais je suis confiante, on arrivera à l'apprendre. Ils sont arrivés en France grâce au diocèse de Quimper. Le prêtre, Philippe Moisan, se charge de leur donner des cours. Ils parlent l'arabe, un avantage, car ces familles parlent peu l'anglais et doivent absolument apprendre le français. Pour eux, c'est essentiel. Ils le sentent bien. C'est la première des choses, c'est ça. Sinon, ils restent à la maison. Et ils ne sont pas habitués à rester à la maison. Ils veulent avoir un travail, une vie normale, quoi. À la fin du cours, c'est Erwan Guéguin qui vient chercher Karl et Tahani. Depuis leur arrivée, il les accueille chez lui, dans cette dépendance surnommée la Maison du Soleil.
Ici, ils retrouvent quelques habitudes, comme préparer le thé ou s'occuper de leur fils Christopher. Une vie loin de l'agitation de la guerre en Irak. On a assisté à des choses horribles à Karakosh. Un jour, les islamistes ont tué un enfant de 6 ans. Ils l'ont coupé en deux et ils l'ont exhibé à la population. En Irak, il n'y a plus rien. Les écoles sont fermées et il n'y a plus de médecins. La vie est impossible là-bas. Ici, on peut assurer un avenir à notre fils. En Irak, Karl et Tahani avaient un travail. Elle était infirmière, lui commerçant. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus aucune ressource. Leur visa leur permet de rester 6 mois en France pour l'instant. On aimerait rester ici. La vie est calme et paisible, alors que là-bas, c'est l'incertitude. Au quotidien, Erwan se charge de leur trouver de la nourriture, des vêtements grâce aux associations. Il les aide surtout dans leur démarche administrative, un engagement important. On ne maîtrise pas l'avenir, hein. Ce sont eux aussi qui vont construire leur avenir. On se sent aussi un peu responsable, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils se trouvent entre guillemets un peu analphabètes, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas non plus communiquer. Et le chemin sera sans doute long et quelque part aussi c'est un engagement aussi pour l'avenir. Pour l'instant, ni Erwan, ni Karl, ni Tahani ne savent combien de temps ils vont devoir cohabiter. Alors Julie, si on veut agir comme Erwan Guéguin, qu'est-ce qu'on fait pour aider ? Alors il y a des réseaux qui se sont mis en place via Internet, forcément, cette merveilleuse plateforme. Il y a l'association Singa, S-I-N-G-A, qui propose via son réseau Calme, qui signifie comme à la maison, de recenser les initiatives. Si vous avez une chambre, un logement et que vous souhaitez le mettre à disposition des réfugiés, eh bien vous pouvez vous inscrire sur leur site et puis vous pouvez aller voir les mairies, les associations qui œuvrent dans ce domaine pour leur apporter vêtements et nourriture. Voilà. Merci beaucoup Julie. Tout de suite, on remonte le temps avec nos invités. Olivier Caillebout, ce dimanche sur TBO, nous pourrons découvrir le premier des 23 épisodes de La Bretagne en histoire, une série documentaire que vous avez réalisée avec Jean-Jacques Monnier. Jean-Jacques, vous êtes historien et sur le ton de la conversation, vous nous racontez l'histoire de la Bretagne. Tout de suite, on regarde la bande-annonce. Dans les temps futurs, les hommes oublieront ceux de notre espèce. Le roi de France leur a donné la Bretagne, qu'ils n'avaient pas. Alors pour ce premier épisode de la série, qui sera diffusé dimanche à 20h30 sur TBO, vous démarrez en 700 000 avant Jésus-Christ. Pourquoi démarrer à cette date, Jean-Jacques ? C'est une date approximative, évidemment. Ça fait 700 000 ans qu'on a des outils, des pierres cassées qui ont servi d'outils et qui datent de cette époque-là. Donc on sait que des hommes ont habité la Bretagne actuelle dès 700 000 ans. Peut-être avant, mais en tous les cas, on ne sait pas pour avant, oui, mais on sait que... n'a pas de traces avant. Oui. Là, il y a eu un début de réchauffement climatique après les glaciations qui a permis donc aux gens de commencer à pouvoir vivre. Les hommes remontés du sud, d'Afrique, par ensuite la Méditerranée et ensuite le sud de la France. Et ils sont arrivés, disons, dans l'ouest, quand le climat a permis l'installation d'hommes dans ces régions-là. Et par la suite, les climats se sont encore adoucis, ce qui a permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. Dans la Bretagne, enfin dans l'ancienne Bretagne. De Bretagne a été, on estime que quel endroit de Bretagne a été le premier habité. Les zones côtières, des pieds de falaise, Téviec dans le Morbihan, Bréa dans la côte nord. Sur mer, ça paraît évident. Et puis les bassins de la Moyenne-Vilaine également. On a trouvé également des outils humains extrêmement anciens.
Alors, on le voit dans la bande-annonce, vous utilisez de nombreuses images d'archives dans cette série. Et ça n'a pas dû être facile de trouver des illustrations pour les périodes préhistoriques ou tout simplement tout ce qui date d'avant l'invention de la photographie ou de la vidéo. Comment c'était un peu le casse-tête Bon, il a fallu reconstituer. Ouais. Bon, on a quand même travaillé de proximité avec des dessinateurs, avec Jean-Jacques notamment. On a reçu des copies, on les a renvoyées, on a dit non, là, on est un petit peu trop dans le fantasme, il faut qu'on reste dans le factuel. Vous êtes allé sur le terrain vous-même prendre des photos? Alors, pour tout ce qui est, par exemple, préhistoire, viking, des choses comme ça, on est parti à travers des pièces que nous ont données des musées via le réseau Skolvreis, voilà, pour la reconstitution. On a travaillé vraiment avec Gilles Sangla, notamment, qui est un dessinateur très sérieux là-dessus, qui n'a rien laissé passer, nous non plus d'ailleurs, parce que bon, ça a vertu pédagogique. Et bon, ça nous a permis de faire revivre des instants, et le dessinateur a toujours finalement aussi sa vision humaine, peut-être pas d'historien, peut-être pas de réalisateur, mais il a sa vision humaine de la vie de l'époque. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il y a des périodes de l'histoire de Bretagne vraiment méconnues, voire inconnues du grand public? Et si oui, lesquelles? Alors, Jean-Jacques Monnier, pour commencer. Déjà, l'époque de l'occupation viking, il y a très peu de traces. Et une partie des traces, d'ailleurs, sont dans les musées scandinaves, à Copenhague, par exemple, parce qu'ils ont pris plein d'objets qu'on retrouve aujourd'hui dans leurs musées. Donc il faudrait qu'on puisse aller tourner dans leur musée pour avoir des pièces venant de Bretagne, des reliques, des évangéliaires, etc. Donc des documents très importants ne sont plus en Bretagne, mais sont dans les pays nordiques. D'accord, il y a encore des recherches à faire. Quelle est votre période préférée de l'histoire? Vous y avez un peu répondu en début d'émission, mais s'il y a une période qui vous fascine en particulier, que vous aimez revivre dans vos recherches? Moi, c'est vraiment toute cette période, là, la naissance du royaume breton, hein, à partir de la victoire de Ballon par Nominoé, plus après cette lutte fréquente avec les Vikings, parce que bon, maintenant, on a une image très romantique, entre guillemets, des Vikings, mais c'était, en gros, excusez-moi l'expression, mais des salopards. Hein, ils étaient là pour faire un massacre, un génocide. Ils ont piqué notre thune, puisque tout l'or de la Bretagne est là-bas. Et puis, il a bien fallu, à un moment donné, dire non, stop. Et il y a des gens qui ont été assez, je vais dire, forts pour dire non, pour s'installer et pour les battre plusieurs fois, ce qui n'a pas été évident, parce que les Vikings s'attaquaient aux populations faibles, non armées. Il a fallu dire non. Maintenant, ça suffit. Moi, je trouve que ces gens-là ont eu un certain courage à l'époque, quoi. Quel est le personnage phare de l'histoire de la Bretagne, Jean-Jacques Monnier? S'il y en avait un qui représente vraiment l'histoire de la Bretagne? C'est une histoire tellement riche je vous pose une question difficile, que chacun y trouvera son personnage correspondant un peu à l'époque qu'il aime. Mais disons que aussi bien au Moyen-Âge avec Jean de Montfort que Anne de Bretagne, évidemment, que cette fois-là tout le monde connaît. Et puis que des résistants de la période de la dernière guerre mondiale, il y a eu des héros extraordinaires, le futur général de Bollardière, etc. Donc on a du début à la fin plein de choses à découvrir et plein de héros à connaître. Dominique Cap, je crois que vous êtes assez féru d'histoire. De votre côté, est-ce qu'il y a une période de l'histoire de la Bretagne que vous chérissez particulièrement? On vient de découvrir des grands espaces sur le néolithique à Plougastel. Donc on a actuellement, depuis 2 ans, l'université de Nice qui vient tous les étés faire des fouilles. Et on a découvert, donc on le savait, mais les lornes n'existaient pas, les troupeaux passaient au niveau de les lornes, et donc les chasseurs étaient sur les rochers de Plougastel. Donc toute cette période-là où on m'a montré des têtes de chevaux sculptées, donc qui datent de, la date, j'ai plus l'âge en tête, mais qui sont ça vous fascine en tous les cas, qu'il y ait ça sur votre territoire aujourd'hui. Je suis en train de découvrir cette période que je ne connais pas, et je suis tous les recherches et ça me fascine effectivement. Oui. Et les calvaires, évidemment, des calvaires. Rapidement, Julie. Est-ce que l'histoire très contemporaine de la Bretagne en ce moment est symbolique de l'histoire de la Bretagne? Est-ce qu'elle a son image finalement, ces quelques années, ces dernières décennies? Est-ce que l'actualité reflète l'histoire, la grande histoire de la Bretagne? Je pense que, disons qu'on a souvent une vision un petit peu trop étroite. C'est depuis la fin du 19e siècle qu'il y a vraiment un effort de relance, parce que la Bretagne était devenue un bout du monde. Sans commerce maritime à cause du blocus continental, etc. Et c'est vers la fin du 19e, avec le libre-échange d'ailleurs, avec la Grande-Bretagne, qu'on a pu avoir le charbon gallois, qui nous a permis de faire de l'acier breton pour les conserveries qui se sont développées sur la côte sud. Et on peut dire que depuis cette fin du 19e siècle, jusqu'aux années 70-80, et même aujourd'hui, il y a eu une tentative de changer le cours de l'histoire et de se réveiller et de faire redémarrer la Bretagne dans le sens qu'elle a connu au XVe ou au XVIe siècle, c'est-à-dire dans le sens de l'ouverture au monde et du grand commerce maritime. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il est maintenant temps de retrouver Sébastien Chambre. Et vous allez voir, alors lui, il résume l'histoire de Bretagne, non pas en 23 épisodes, mais en 2 minutes. Regardez. Salut! Pour bien comprendre l'histoire de la Bretagne, il faut d'abord boire un coup. Car il faut savoir que les Bretons faisaient énormément la fête et c'est pour ça qu'on les a tous réunis sur une île qui s'appelle Britannia, qui donnera plus tard le nom Bretagne, qui deviendra plus tard la Grande-Bretagne, car de tout temps les hommes ont aimé dire qu'ils en avaient une grande. Mais les Bretons n'étaient pas tellement satisfaits du temps maussade qu'ils avaient sur leur île et décidèrent de prendre des bateaux pour se rendre en Armorique où le temps était à l'époque bien meilleur. D'ailleurs, en Bretagne, il fait beau. Et c'est juste pour l'agriculture productiviste que nous avons installé des brumisateurs géants pour pouvoir irriguer les sols. C'est pour ça qu'on dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les sols. Les ennemis des Bretons sont les Normands parce qu'ils font du cidre et les Vendéens parce qu'ils n'en font pas. Mais pas besoin de sortir de Bretagne pour trouver des ennemis aux Bretons. Aujourd'hui, la Bretagne désigne une région française qui contient 4 départements. Dans ces 4 départements, nous avons les Finistériens, qui sont fiers des Finistériens, et qui trouvent que l'île-et-Vilaine ne sont pas des Bretons parce qu'ils sont trop près de Paris, ni d'ailleurs le Morbihan parce qu'ils sont trop près de la Vendée. Cependant, l'île-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère s'accordent pour dire que, globalement, en Côte d'Armor, c'est des gros cons, ou plutôt des gros ploucs qui conduisent n'importe comment. Dans le Finistère, il faut distinguer le Finistère Nord du Finistère Sud, car les gens ne sont pas pareils. Au nord, ils sont radins, surtout dans le Léon. Au sud, ils sont plutôt consanguins, surtout les bigoudins. Ou alors c'est l'inverse. Ou alors c'est les deux. N'allez pas confondre le bigoudin qui est fier d'être bigoudin, qui trouve que le gars de Penn-Sardine c'est un gros con, avec le gars de Penn-Sardine qui est fier d'être de Penn-Sardine, qui trouve que le bigoudin est un gros con. Un peu pareil qu'entre Vannes et Auray, où on est des gros cons réciproquement. À Brest non plus, c'est pas pareil. Il faut faire la distinction entre Brest même, qui est une zone où on ne peut pas boire entre 8h et 20h. Dans Brest même, il faut faire la distinction entre la rue Jean Jaurès qui est au nord et la rue de Siam qui est au sud. Enfin, qui est au sud par rapport au nord, puisque ça reste quand même dans le Finistère Nord. C'est-à-dire que la rue de Siam qui est au sud du Finistère Nord est quand même au nord par rapport au Finistère Sud, qui reste au sud par rapport au Finistère Nord, qui lui est au nord. En gros, en Bretagne, tous les voisins sont des gros cons, sauf les Glaziques, qui eux sont vachement sympas. Pour avoir plus d'informations sur la Bretagne, vous pouvez demander à Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebout, qui sont des spécialistes de l'histoire de la Bretagne. Et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Et il y en a un qui écrit chaque jeudi sur l'histoire numérique de nos invités, c'est Benjamin Bréon dans l'Instant Web. Alors Benjamin, que dit-on de nos invités sur le web? On dit pas mal de choses. D'abord, on dit qu'ils se déplacent toujours en duo, hein, que ce soit sur les photos de presse, sur les vidéos, sur YouTube. Vous êtes toujours deux, tels les Lagarde et Michard de l'histoire bretonne. Vous noterez que j'ai cité des historiens, hein, Parot et Combalusier, Jacob et Delafont, les deux crétins qui font une pub pour une mutuelle là sur la radio. Alors ils sont deux, sauf sur Facebook. Olivier, vous êtes un petit peu oublié. Jean-Jacques, en revanche, vous êtes recensé comme un centre d'intérêt sur Facebook, le saviez-vous? C'est le début de la gloire. Alors pour l'instant, c'est modeste, il n'y a que 7 personnes qui vous citent comme leur centre d'intérêt, authentique. Hein. Mais c'est un bon début et on peut imaginer que ça va flamber. J'ai cherché sur Twitter, figurez-vous, Histoire de la Bretagne, et il y a 8 jours, très précisément, une certaine Délico écrivait « Le mardi, j'ai Histoire de la Bretagne, RIP ». Ce qui signifiait un enthousiasme modéré, ça commençait mal. Sauf qu'une semaine plus tard, le ton avait changé et elle écrivait un autre tweet, l'histoire de la Bretagne, c'est moins chiant que j'avais imaginé. C'est un bon début. Idem de la part d'une autre jeune femme, Alice, qui s'étonnait elle-même, qui aurait cru que j'aurais pu gober délibérément des pages et des pages d'histoire de la Bretagne et aimer ça, hein, une vraie question. Donc ça, et encore, tout ça, c'était avant le début de vos émissions sur TBO, qui vont faire de vous les nouveaux One Direction, évidemment. Vous voyez évidemment qui sont les One Direction. Je rappelle à nos rares téléspectateurs de plus de 20 ans que c'est le dernier boys band qui va bien. 38 millions de fans sur Facebook. Hein, donc, les One Direction se sont séparés quand même, donc on ne leur souhaite pas le même, le même destin. Voilà. Michard. One Direction. Quant à Lagarde et Michard, ils font beaucoup moins de télé aujourd'hui. Mais on apprend en fouillant un peu sur Internet que vous êtes déjà une célébrité à Lannion. Il y a même non, je crois que c'est vous il y a un policier qui a frappé à votre portière pour vous demander quand sortait. C'est vous, Jean-Jacques, un policier qui a frappé à votre portière pour vous demander non pas vos papiers, mais quand il pourrait acheter vos CD. C'est quand même la gloire. C'est aussi l'avantage de faire plutôt Histoire de la Bretagne que de l'Algérie, parce que là c'est l'inverse. Même les vendeurs de CD vous demandent vos papiers. Bref.
En tout cas, vous expliquez dans cette même interview à nos confrères du magazine Breton que la Bretagne était tellement dénigrée que raconter son histoire redonnait aux Bretons une certaine fierté. De ce côté, c'est réussi, puisque sur les réseaux sociaux, quel que soit le sujet, il y a un intervenant sur 2 qui commence son commentaire par « nous les Bretons ». Après, il peut raconter tout et son contraire, c'est le principe des réseaux sociaux, mais au moins, il a dit qu'il était breton. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un futur épisode de vos chroniques. La Bretagne, autant d'Internet. Moi, j'en parle chaque dimanche, mais je ne suis pas historien. Je vous laisse donc la place, pensez-y. Bon, c'est quelque chose que vous faites attention au web, à votre empreinte numérique, dans vos ouvrages, dans votre communication? Personnellement, non, pas pour mon image toujours. Après, on a effectivement, nous, une volonté de diffuser l'histoire de la Bretagne via Internet, puisqu'on a maintenant lancé des formules de programmes courts aussi en collaboration avec la région Bretagne, notamment sur des sites bien particuliers. Ça, ce sera la prochaine ouverture, la prochaine aventure finalement de ce qu'on a lancé il y a 9 ans. Il y a quand même tout ça, hein, donc je rappelle pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps en tous les cas, un beau livre, un livre audio, 2 DVD, et puis tous les dimanches à 20h30 sur TBO, un nouvel épisode de l'histoire de la Bretagne, et ça commence ce dimanche. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.